C'est le temps des impôts, le moment de remplir, votre déclaration de revenus, un de vos moments préférés pendant l'année, j'en suis certain. Alors on n'a pas de solution miracle pour vous aider à économiser beaucoup d'argent dans cette déclaration-là, mais on va essayer de penser à l'avenir et puis en profiter pour parler de la déclaration suivante et des déclarations suivantes. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour réduire votre facture d'impôt? On en parle aujourd'hui avec Pat Raymond, animateur du balado Financièrement parlant, qui est collaborateur d'InfoBref dans cet épisode Éclairage Finance. Pat, quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois en matière d'impôt? Ben pour la plupart des particuliers, c'est qu'on pense à l'impôt, souvent, à ce moment-ci de l'année et là, on voit la date butoir, du 30 avril, puis on dit: «Hey, il faudrait que je finisse mes déclarations», puis là, on y pense, des fois depuis un mois environ. Faudrait que j'envoie ma déclaration. Faudrait bien que je prenne des REER, mais des fois, on sait pas trop pourquoi. On prend des REER parce qu'ils ont dit de prendre des REER, puis on va avoir un retour d'impôt. Puis le retour d'impôt, on le réinvestit pas, puis on le dépense pour un voyage à Cuba. Et finalement, on sait même pas pourquoi on fait ce qu'on fait. Puis on a l'impression, on a l'illusion d'être sage financièrement, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs qui se font parce qu'il y a des gens qui prennent des REER, puis dans le fond, il n'y avait pas besoin d'en prendre. Il y en a beaucoup qui n'en prennent pas, puis qui auraient dû en prendre. Donc, de penser au REER juste dans cette période-ci de l'année, je dirais que c'est l'erreur majeure. La planification fiscale, c'est à l'année longue. Est-ce que l'impact d'une planification fiscale peut vraiment être si important que ça? Ça fait vraiment une différence importante? Ah ben c'est majeur, hein, parce que le 1er dollar que vous avez à investir, alors à ce moment-là, on va choisir aussi comment l'enregistrer. Est-ce qu'on va aller en REER, en CELI, en régime épargne-études? Comment, avec ce dollar-là, faire éventuellement 2 dollars avec le même argent? Par exemple, si on prend des REER, puis on a un retour d'impôt, puis on le met dans le CELI, pourquoi pas? Ou le retour d'impôt, on le met dans le régime épargne-études, on nous offre 30 de retour en subvention, en fait. Il y a moyen, avec le même dollar, de le faire travailler, de le maximiser. Au final, c'est assez basique. C'est qu'il faut avoir un coût de vie minimum très, très, très responsable pour nous laisser la liquidité disponible pour justement faire ces stratégies-là. Mais c'est pas juste de mettre de l'argent en épargne, éventuellement après le fonds d'urgence, mais il faut investir l'argent, mais profiter des avantages fiscaux des différents comptes enregistrés pour maximiser, d'optimiser le même dollar et laisser le temps travailler pour nous en respectant son profil d'investisseur pour bien dormir. La première chose auquel les gens pensent souvent en remplissant leur déclaration d'impôt, c'est les déductions. Profiter de toutes les déductions au maximum et bon, à court terme, évidemment, ça peut avoir un impact. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus important quand on pense aux finances et aux impôts? On va déduire un revenu que j'aime dire des fois un petit peu trop volumineux. Le principe du REER, ce serait de lisser, par exemple, sur une vie, d'avoir un revenu presque égal toute une vie. C'est-à-dire que si vous faites de gros revenus en ce moment, et qu'à la retraite, il y aura presque rien, ben là, c'est d'en enlever aujourd'hui pour projeter plus tard et de mettre les retours d'impôt dans le cas du REER, de prendre les retours d'impôt et de les réinvestir. Voilà une belle stratégie parce qu'on pense que plus tard à la retraite, on va avoir un taux marginal d'imposition probablement plus bas. Mais il y a des gens qui nous entendent qui disent non, moi j'ai un fonds de pension, je vais avoir des sources de revenus, vente d'immeubles, gain en capital, j'aurai du dividende de bénéfices d'une entreprise quelconque. Là, on va avoir beaucoup de revenus. Ici, on ajoute à ça une bulle fiscale où, par exemple, on attend très longtemps pour finalement sortir nos REER en fer et d'avoir reporté l'impôt le plus tard possible. C'est le principe du REER, mais qu'on va se retrouver à payer trop d'impôts et on va contaminer sa situation fiscale à la retraite. Alors là, est-ce que le REER, c'est le bon joueur? Est-ce qu'on peut sortir des REER, Patrick, par exemple, un peu avant, puis d'étaler ça au compte-gouttes à quelques milliers de dollars par année, dépendamment du montant qu'on a, pour l'étendre dans le temps, pour avoir moins d'impact possible à partir de 65 ans?
Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à 65 ans, sauf qu'il y a des retraités qui se retrouvent avec une réalité d'énormément de REER. Et au moment où ils décident de se gâter, où ils vont sortir beaucoup de REER, parce qu'ils avaient dit qu'il fallait mettre des REER, mais ils vont contaminer leur situation fiscale de couple. Et à partir de là, ils vont dire, on se fait manger en impôts, ça n'a pas de bon sens. Puis ma stratégie fiscale n'a pas fonctionné dans ma vie. J'ai mis trop de REER pour rien. Je leur paye tout en impôts. Alors, c'est ça on veut prévenir en ce moment pour les plus jeunes, c'est de faire une stratégie fiscale, une planification fiscale avec un planificateur financier, un conseiller. Et vraiment, sur les 25-30 prochaines années, moi, je gagne tant. Est-ce que ça vaut la peine de prendre du REER ou peut-être cotiser en CELI? Le CELI, il va être très intéressant tantôt pour les retraités. Il va être extraordinaire, le CELI, parce qu'on a des gens présentement même qui prennent leur retraite avec du CELI. Ils ont 200, 300 000 dans leur CELI parce qu'ils ont fait du rendement sur le maximum qu'ils pouvaient cotiser à chaque année. Ils sont rendus à quelques centaines de dollars dans leur CELI et ça n'a aucun impact fiscal. Ça n'a pas d'impact sur la fiscalité, alors que le REER, lui, va avoir un impact sur votre fiscalité plus tard. Si vous êtes pour être pauvre plus tard, soit, parfait, vous allez vous sortir 15-20 000 de REER par année, puis ça n'aura pas vraiment beaucoup d'impact. Mais si vous avez des fonds de pension, des gros revenus, vente d'immeubles, etc., où c'est que vous allez sortir votre REER à travers tout ça sans contaminer votre fiscalité? Et il y a quand même aussi des avantages au niveau du couple pour fractionner, par exemple, lorsqu'on a un REER on transforme en fer. Alors là, on peut fractionner. Il y a des stratégies fiscales à faire à la dernière minute, à 65 ans, par exemple, pour essayer de minimiser les dégâts. C'est de maximiser puis d'évaluer à chaque année où le dollar va être le plus rentable. Et c'est toujours le rendement net après impôt, le rendement net après frais, le rendement net après inflation. Il faut toujours évaluer aussi le rendement moyen sur 25-30 ans. Les planificateurs vont jouer avec 5-6 après frais, après impôt, après inflation. 5-6 juste pour comprendre ce que tu veux dire. 5-6 de rendement projeté, par exemple, sur un placement. Il y a beaucoup de gens, Patrick, qui sont surpris. Comment ça, juste 5-6 Voyons donc, le S&P a fait 10 Non, t'es un peu là. Moins l'inflation, moins l'impôt, dépendamment du compte dans lequel on va être. Après ça, la façon qu'on va le sortir éventuellement, les frais de gestion, avec quel genre de firme on fait affaire, etc. Le 5-6 après l'inflation, il est quand même assez comment dire, juste. La règle du pouce, si je peux me permettre, 3 à 4 de plus que l'inflation, normalement pour un rendement correct. Donc, l'inflation est autour de 2-3 3-4 c'est idéalement dans une croissance, là, en étant jeune, de profiter vraiment du temps qu'on a devant nous, d'évaluer autour de entre 5 et 7 pour projeter les rendements. Puis il y a trop de personnes qui projettent leur retraite et ils mettent ça à 10 mais 10 si tu le sors de ton REER, l'impact fiscal, si tu le mets dans ton CELI, tu as payé l'impôt avant, mais tes rendements sont à l'abri de l'impôt. Si c'est du régime épargne-études, de quelle façon tu vas le sortir pour optimiser pour ton enfant puis de reprendre, toi, tes cotisations comme celui qui était titulaire du compte. Et chaque compte a des spécificités. Puis là, il dit, mes REER, moi, je les sors c'est-à-dire que je les transfère en fer à 71 ans, 72 ans la première année. Mais pourquoi pas, des fois, avoir un fer plus tôt, puis de fractionner avec le conjointe. Il y a plein de possibilités. Et ça, c'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde dans son sol peut tout comprendre. C'est avec un professionnel. À chaque année, on réévalue l'optimisation fiscale d'un placement. C'est que c'est pas juste le rendement qui compte, c'est l'ensemble de tout ça. Pat, pour donner à haut niveau rapidement une idée, parce que tu as parlé beaucoup de REER, de CELI, je pense qu'il y a le concept de structure des placements, qui est un élément important dans cette planification, avec des environnements fiscaux qui sont différents. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement les principaux? Là, les revenus qu'on va générer avec nos placements, est-ce que c'est des revenus de dividendes? Est-ce que c'est des revenus d'intérêt? Est-ce que c'est du gain en capital? Et si on a du gain en capital, est-ce qu'on le met en CELI? On le met en REER? C'est un revenu de croissance. Est-ce qu'on va aller plus vers le CELI? C'est des obligations qui me donnent des intérêts 100 imposables. Dans quel compte on va le mettre? Comme tu peux voir, il y a différentes couches à évaluer parce que des revenus d'intérêt, c'est 100 imposable.
Un gain en capital, la moitié est imposable dans l'année qu'on va le sortir, par exemple, qu'on va vendre un placement, exemple, gain capital. La moitié est imposable, l'autre moitié est en vos poches. Le dividende est un peu entre les deux, avantageusement de façon fiscale, je dirais, entre l'intérêt et le gain. On a le dividende entre les deux. Alors, quel genre de revenu que votre placement va vous donner et de quelle façon il est enregistré, de quelle manière on va repousser l'impôt et à l'autre bout, on ne veut pas se retrouver avec une bulle fiscale qui va faire qu'on va tout gâcher ce qu'on a accumulé pendant 20, 25, 30 ans parce qu'on n'avait pas planifié qu'à la retraite, on va peut-être être presque aussi riche que lorsqu'on travaillait. Dans certains cas, ça arrive. La plupart des gens, c'est pas ça. La plupart des gens vont être pauvres à la retraite. C'est plate à dire, mais c'est un peu quand même la réalité. Alors oui, d'avoir, par exemple, des REER que vous allez décaisser au moment où vous déclarez 15-20 000 par année, comme cette année, des gens déclarent 15-20 000 par année, puis ils sortent 5 000 par année de REER, évidemment, il y aura pas d'impact fiscal vraiment, même si c'est du REER, parce que vous êtes dans une catégorie il n'y a pas d'impôt, disons, à ces niveaux-là, avec beaucoup d'avantages, les crédits. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Il y a des gens qui vont, par exemple, faire du temps supplémentaire, gagner plus de revenus dans leur travail. Il y a des jobs qui sont techniques, là, puis les gens font 100, 120 000 avec du temps supplémentaire. Parfait. Sauf que si tout ce temps supplémentaire-là, tu le prends puis tu le dépenses, ben ça donne pas grand-chose. Dépenser, c'est un peu perdre de l'argent. Mais si on l'investit, ben il faut l'investir de façon optimale au niveau fiscal parce que c'est du temps supplémentaire. Donc, vous avez compris que c'est des dollars qui vont peut-être dans des taux marginaux plus élevés. Alors là, le REER va être très intéressant. Fait qu'il y a différents contextes, puis de profiter aussi des REER pour baisser, par exemple, le revenu familial, afin d'avoir plus de crédits sociaux fiscaux. Les allocations de famille vont monter, etc. Fait que c'est vraiment une combinaison. Il y a une danse à faire dans une stratégie fiscale. Il y a une coordination à faire incroyable. Mais à la source, il faut quand même avoir la liquidité disponible pour investir et de faire cette stratégie-là d'une année à l'autre sur le long terme. Et en terminant, Patrick, si on investit 10 ans avant qu'une autre personne qui commence 10 ans après pour le même montant, des fois, c'est le double. Juste d'investir 10 ans avant, à la retraite, on peut se retrouver avec le double du résultat de la personne qui va commencer 10 ans après. Merci Pat d'avoir éclairci un peu ce sujet-là et puis d'avoir participé avec nous, d'avoir inauguré ce format éclairage appliqué aux finances. On a profité de l'absence de Patrick White et de son éclairage politique pendant 2 semaines. Il revient mercredi prochain, le 8 avril, à partir de au plus tard 16 heures dans le flux du balado InfoBref pour son éclairage politique. Le balado financièrement parlant de Pat Raymond, vous allez trouver un lien vers cet excellent balado dans les notes de cet épisode. En passant, les balados partenaires, c'est une rubrique dans l'infolettre InfoBref Matin. Au début de chaque semaine, une rubrique à la fin de l'infolettre vous présente les plus récents épisodes de nos balados partenaires. Plusieurs sont dans le secteur des finances. Vous trouvez ça, en fait, le premier journée de la semaine, habituellement, c'est le lundi. Là, ça va être lundi de Pâques, donc ça va paraître le mardi matin. Nos infolettres, vous trouverez le lien également dans les notes de cet épisode pour vous y abonner. InfoBref Matin qui vous résume chaque matin l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Et aussi notre infolettre mensuelle InfoBref, votre argent. D'ailleurs, la prochaine édition mensuelle paraît samedi 4 avril. Il est encore temps de vous inscrire si vous entendez cet épisode avant le 4 avril. Merci beaucoup. À très bientôt.